Au bord de l'eau. Partie 87. Page 355. Chapitre 14. Il y a ici des gens qui me sont entièrement dévoués. Tu peux parler en toute confiance. Je suis parvenu à savoir que le chancelier Liang du circuit de Daming, la capitale du Nord, venait d'acheter pour 100 000 ligatures de perles, joyaux, bijoux, bibelots précieux et autres objets rares, et qu'il allait les envoyer à la capitale orientale en guise de cadeau d'anniversaire pour son beau-père, le père de Dame Kai. L'an passé, il a déjà expédié une somme équivalente de joyaux et d'objets précieux, mais à mi-chemin, tout a été volé par des inconnus. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore pu mettre la main sur les ravisseurs. Cette année, le chancelier Liang a néanmoins fait la même dépense et amassé quantité de trésors et d'objets rares. Il va bien falloir tôt ou tard organiser leur acheminement, car tout doit arriver pour le 15e jour du 6e mois lunaire. Votre petit frère a réfléchi que c'était là des richesses mal acquises. Par conséquent, doit-on avoir scrupule à les prendre? Il suffira de s'entendre sur le moyen de s'en emparer et quand le convoi sera à mi-chemin, d'enlever le tout. Le ciel, qui sait toutes choses, n'y verra que justice. Par ailleurs, je connais votre renom, grand frère, et je sais que vous êtes vraiment un homme et un guerrier hors du commun. Moi qui n'ai nul talent, j'ai quand même acquis une solide science des armes. Et s'il y avait en face de moi, disons, non pas 3 ou 5 gaillards, mais bien 1000 ou 2000 soldats, tant que j'aurai mon plançon au point, ils ne me feront pas peur. Si vous me faites la grâce de ne pas me mépriser, je veux de tout mon cœur vous prêter la main, frère aîné. Mais j'ignore ce qu'il vous semble de tout cela. Grandiose! Vraiment, répondit Gao Gai. Mais il faut mettre cela au point. Puisque tu es venu jusqu'ici, j'imagine que ce n'a pas été sans peine. Va donc prendre un peu de repos dans une chambre d'hôte. J'aurai le temps d'envisager les meilleures mesures à prendre et demain, nous en reparlerons. Cao Kai dit à un valet d'emmener Liu Tang dans une chambre près de la galerie, afin qu'il se reposât. Le valet s'exécuta et partit vaquer à ses occupations. Liu Tang se retrouva dans la chambre et réfléchit. Au fond, se dit-il, pourquoi ai-je dû endurer tant de misère au cours de ce voyage? C'est grâce à l'aide de Gao Kai que j'ai pu me tirer d'affaire tout à l'heure. J'enrage de penser que cet animal de Li Heng voulait me faire passer pour un bandit sans le moindre motif, et qu'il m'a ligoté là-haut une nuit entière. À la réflexion, cet imbécile ne doit pas être loin. Je ferais bien de prendre mon gourdon et de me lancer à ses trousses, d'administrer du même coup une bonne rosée à toute sa bande d'idiots, et de reprendre l'argent extorqué pour le restituer à Gao Kai. Excellent moyen, d'ailleurs, de passer ma fureur. Il n'y a pas à dire, l'idée est merveilleuse.
Aussitôt, le diable à poil roux, Liu Tang, sortant de sa chambre, alla prendre au râtelier d'armes un gros braquet, franchit la porte du manoir et tira à grande enjambée vers le sud. À ce moment-là, il faisait grand jour. Il ne tarda pas à apercevoir Li Heng, le tigre volant, à la tête de sa troupe, cheminant lentement sur la grande route. Il les rejoignit en s'écriant: « Et toi, le capitaine, attends un peu !» Li Heng, interdit, tourna la tête et vit arriver Liu Tang, qui lui courait sur en brandissant son arme. Li Heng empoigna en hâte le sabre d'un de ses fantassins et lança: « Eh bien, animal, qu'as-tu à nous poursuivre? Si tu as un peu de cervelle, dépêche-toi de me rendre les 10 thalers d'argent. À cette condition, je te ferai grâce. » « C'est ton oncle qui me les a donnés. Est-ce que cela te regarde? Sache que c'est par pure considération pour lui que je n'ai pas depuis longtemps mis un terme à ta foutue vie. Et si tu viens me demander mon argent, c'est un comble. Tu savais pertinemment que je n'étais pas un voleur, mais tu m'as quand même tenu suspendu et ligoté pendant toute une nuit. Tu as en outre grugé mon oncle en lui soutirant 10 thalers d'argent. Alors je te le répète, si tu n'es pas complètement borné, prends cela, et je te regarderai avec des yeux de Bouddha. Mais si tu refuses, il va y avoir du sang avant longtemps. » Ces mots mirent Li Heng en fureur. Désignant Li Tang d'un doigt méprisant, il se mit à l'injurier. « Bandit, menteur, déshonneur de ta famille, accident du foyer, c'est trop d'insolence. Et toi, Moreau, crasseux et puant, oppresseur du peuple, tu oses m'insulter? Tête de bandit, face de bandit, carcasse de bandit. À coup sûr, tu vas compromettre Kaokai. Les coquins de ton espèce, à cœur de bandit et foi de bandit, je ne les supporte pas devant moi, sache-le. » Liu Tang écumait de rage. « Eh bien, hurla-t-il, battons-nous et voyons qui est le plus fort. » Il brandit son sabre et fonça sur Li Heng. Celui-ci, le voyant approcher, éclata d'un grand rire, leva son arme et l'attendit de pied ferme. Un combat à mort s'engagea sur la grande route. Après plus de 50 assauts furieux, il n'y avait toujours ni vainqueur, ni vaincu. Les hommes de Li Heng, voyant que leur chef ne pouvait vaincre Liu Tang, guettaient l'occasion de se précipiter tous ensemble à sa rescousse. Or voici qu'une porte s'ouvrit dans une clôture voisine et qu'un homme armé d'une double chaîne de bronze apparut en criant: « Braves, arrêtez tous les deux. Voilà un bon moment que je vous observe. Suspendez provisoirement le combat, j'ai quelque chose à vous dire. »